Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Les temps changent. Il nous faut garder espoir, car l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos que je pressens imminent. J'ai foi dans ce vent de transparence qui balaye le monde. J'ai foi dans l'outil prophétique de l'Internet pour nous libérer des mensonges et des injustices. En parlant d'injustice, j'étais il y a peu au tribunal de grande instance de Paris, à la 17e chambre, que je connais bien d'ailleurs, la 17e. Vous pourriez être passé je ne sais pas combien de fois. Mais c'est la première fois que j'ai senti un profond changement qui sonne, selon moi, la fin d'un système. Cette fois-ci, c'est moi qui portais plainte contre M. Kuckerman, l'actuel président du CRIF, que vous connaissez bien. Monsieur Kuckerman, bonjour. Bonjour. Quelques questions pour RTV. Le média d'Alain Soral. Un homme fatigué. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès, Monsieur Kuckerman ? Enfermé dans ses mensonges, un homme de réseau, un homme du passé, à la fois influent et si peu crédible. Le paradoxe d'un pouvoir chancelant. Vous vous souvenez, il avait tombé la veste et il m'avait répondu qu'il était amusé de se présenter devant moi, devant un tribunal, souvenez-vous. Je suis donc mis en examen par Dieudonné pour avoir déclaré sur Europe 1 que Dieudonné est un professionnel de l'antisémitisme. C'est pas drôle ça ? Pour une fois, une seule, Dieudonné est comique. Non, il n'était pas du tout amusé ce jour-là. Mais on a pu se rencontrer, nous avons pu échanger. Je lui ai tendu la main de la paix, comme je le fais depuis près d'un an et demi. Je lui ai dit, faisons la paix. Bon, main de la paix qu'il a clairement refusée. Bien que ce comportement m'attriste profondément pour lui et ceux qui l'écoutent, ce refus de la paix a l'avantage de faire émerger au grand jour un jusqu'au-boutisme guerrier hystérique, jusqu'alors camouflé derrière les rideaux d'une pleurniche ennuyeuse et si peu sincère. Le débat avec le CRIF est donc clos. Enfin, il a eu lieu, nous nous sommes rencontrés. Le CRIF ne fera donc jamais la paix, c'est officiel maintenant, ni avec moi, ni avec vous. Le public de Dieudonné est dans le même sac. Je suis désolé, vous n'êtes pas responsable, mais ce qu'il a dit, vous êtes vraiment des bandes de salopards, en fait. Il n'a pas dit ça comme ça, mais... En tout cas, non, pas de paix. La paix n'est pas inscrite dans l'ADN du CRIF. Et je tiens à le souligner parce que j'ai été plus ou moins fier de travailler avec Dieudonné quand je l'ai entendu dire ça. Il y a un moment où il s'est levé, et que ce soit à Finkielkraut ou que ce soit à Luc Ferry, il l'a regardé, il lui a dit « Très bien pour tout, ok, maintenant dites-moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour régler tout ça ?» Il était dans une démarche sincère, il a dit « Voilà, dites-moi quoi faire et je le fais. » Bon, Finkielkraut lui a dit que pour lui tout dialogue avec le diable était impossible, donc là on est mort. Et Luc Ferry a plus ou moins été quand même surpris d'entendre ça, donc on sait jamais. Voilà, en tout cas Dieudonné a tendu la main, on verra si quelqu'un l'attrape. De l'autre côté, monsieur Finkielkraut qui est venu aussi, je l'ai rencontré pour la première fois, Finky. Bonjour. Monsieur Finkielkraut, une petite réaction ? Pour qui ? C'est pour RTV, le média d'Alain Soral. Non. C'est dommage. Non. De votre point de vue, c'est toujours intéressant. Donc il était là pour le procès, témoin de moralité de M. Kuckerman. Bien que très hostile à mon endroit, il m'est apparu moins belliqueux, plus intelligent. Au sens plus intelligent, au sens qu'il était plus attaché aux apparences de vérité. Il était soucieux, contrairement à M. Kuckerman, d'apparaître comme un homme de bonne volonté. Il m'a dit que je n'étais pas condamné, moi, Dieudonné Mbalambala, à une exclusion définitive, et qu'il ne tenait qu'à moi de revenir dans le droit chemin. Donc j'ai dit, tiens, c'est quand même pas mal. Bon, même si dans son esprit, je sentais qu'il me voyait plutôt avec le froc au genou, tu vois, et en train de lui lécher la voûte plantaire. Ce qui est peut-être, ça c'est pas réalisable, peut-être, mais il sait pas, mais ça, il faudrait plutôt qu'on parle d'égal à égal, mais bon, il en est pas encore là, mais ça va venir, En tout cas, c'est un premier pas. Il y a eu aussi Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation,
venu témoigner contre moi. Il m'a craché à la gueule pendant une demi-heure. Il était assez horrible au début, parce que antisémite, tout ça. Il nous a gratifié d'une petite récitation assez médiocre, maladroite. Il est gentil, il est méchant, moi j'étais le méchant. Mais il précisait quand même que j'étais un grand artiste, un excellent humoriste. Je savais pas qu'il appréciait mon travail, surtout j'avais jamais vu aucun des spectacles, mais peut-être on lui a dit. Et donc après il a dit mais alors il a dit que j'avais fait des bêtises. Ça c'est vraiment le ministre de l'Éducation, que j'avais fait des bêtises qui vont m'emmener en tôle. Mais bon, apparemment je pense qu'en parlant avec moi il s'est aperçu que tout ça c'était du bidon. Mais bon, quant à la présidente du tribunal, alors la pauvre, je veux pas en parler, c'était pitoyable. D'ailleurs, elle sentait qu'elle était pas dans le coup. Ouais, c'était horrible, putain. Elle arrêtait pas de dire au public, arrêtez, au peuple de France, arrêtez, ne filmez pas, je veux que personne ne filme. Oh, tu m'étonnes. Au début, je me disais pourquoi elle dit ça, elle arrêtait pas de répéter, elle voulait pas être filmée. Mais bon, j'ai compris quand elle s'est mise à lire les répliques de mes spectacles. Tu vois, elle les a lus, et puis, alors elle disait alors, et ça, c'est drôle? Et ça, c'est drôle? Alors évidemment, là, j'ai été obligé de lui expliquer qu'elle avait strictement aucun talent comique. L'humour, c'était pas son truc, quoi. Alors, elle est devenue toute rouge, elle m'a dit, bah oui, je suis pas humoriste. Je lui ai dit ça, vous n'aviez pas besoin de le préciser, madame, je pense que tout le monde l'aura constaté, hein. C'est pas la peine de vous lancer d'ailleurs dans l'humour, hein. Parce qu'à mon avis, gardez votre boulot, parce que, plus gardez votre boulot le temps que vous allez pouvoir le garder, hein, parce que là, les gens se sont mis à rire, assez énervés. À la fin, elle disait n'importe quoi. J'ai préféré partir. J'avais vraiment pitié. Hein. Elle était incapable, la pauvre, d'incarner le moindre soupçon de neutralité. Elle n'arrivait plus. Elle n'avait plus l'énergie. Ce qui m'a déjà surpris, c'est que si t'es pas au courant que c'est Kuckerman l'accusé, bah t'as l'impression que c'est Dieudonné, parce que la juge, bon évidemment, tout droit de réserve, hein, j'ai pas le droit de dire de ce que j'ai pensé d'elle, mais clairement au niveau de l'impartialité, il va falloir qu'elle révise ses cours, je pense, parce que bonjour Monsieur Kuckerman, exprimez-vous. Dieudonné, Monsieur Mbala, les mains de vos poches. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est arrivé, hein, parce que Dieudonné avait les mains dans les poches. Bon, donc comme il est c'est un petit con. Dieudonné, c'est là où je me reconnais, c'est que c'est vraiment, il a sorti la main de la poche, il a laissé que le pouce et il a dit c'est bon madame comme ça. Voilà, donc ce qui a créé un éclat de rire et bon, je vous cache pas que même les policiers se retenaient de rigoler. Le jour où il y aura des caméras dans les tribunaux, c'est vrai qu'il faudra qu'elle change de travail. Hein. C'est cette pauvre femme. Alors d'ailleurs, son d'ananas. Son d'ananas. Oui, on va faire un son d'ananas. Je suis pour l'installation de caméras dans les tribunaux, consultables en direct sur Internet. Ça, c'est une idée qu'on a envie de mettre en place. C'est vrai que ce serait intéressant. Je pense que des caméras consultables sur Internet, on pourrait assister à tous les procès. Je pense que ça changerait quand même pas mal de choses. Hein. Permettrait l'émergence d'une nouvelle justice, plus proche du peuple. Hein. Moins lié au réseau d'influence. C'est vrai que normalement, ça devrait être possible. Hein. Il y a bien des caméras dans les rues, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas dans les tribunaux? Peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on sache ce qui se dit là-dedans. Ça va pas durer longtemps, je pense. Hein. Non, les caméras dans les tribunaux, c'est une grande révolution. Hein. Et je suis persuadé que ça sera l'un des thèmes, d'ailleurs, central des prochaines élections présidentielles. Hein. Celui qui aura la bonne idée de saisir cette idée, je pense, a de fortes chances d'être élu. En parlant de révolution, je vous l'avais promis, le voilà. L'Anana Crédit. Alors c'est quoi ? C'est d'abord un mouvement né de l'Internet, dans le sillage de l'Ananassurance. Il s'agit en fait d'une œuvre collective qui rassemble des hommes issus d'univers très différents. Le spectacle, mais aussi la banque, la finance, le droit, l'assurance. Il y a vraiment de tout là-dedans. Hein. Avec un point commun, je dirais, on a tous un point commun, c'est un esprit taquin. Ils sont tous arrivés par l'Ananassurance et là on commence à former une très très bonne équipe. Anana Crédit est une révolution née d'un accident industriel. Vous allez comprendre, c'est très simple. Moi j'ai arrivé à comprendre. Je suis arrivé à j'ai compris. Donc vous voyez, je parle à peine le français et j'ai quand même réussi à comprendre. C'est-à-dire qu'en vous octroyant un crédit immobilier, vos banques se sont mises hors la loi en vous appliquant un TEG illégal. TEG, c'est taux effectif global. Je sais que vous n'y connaissez rien, vous ne comprenez rien à ce que je vous dis, pour beaucoup, parce que moi j'ai mis un certain temps avant de comprendre.
C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas au courant, mais votre banque s'est rendue coupable d'un délit. Hein, et doit vous reverser en moyenne ces 50 000 euros par dossier, soit 2 ans de salaire. Merde! Pourquoi? C'est énorme! Alors, pourquoi, me direz-vous, se sont-elles mis les banques hors la loi? Mises, pardon. Des mauvais esprits diront les banquiers ont profité de votre naïveté et de votre incompétence. C'est vrai que vous êtes incompétent. C'est vrai que quand tu regardes, on signe ces contrats-là, on regarde... Hey, on a eu notre crédit. Ouais, mais non, fallait pas signer comme ça. Fallait se concentrer un peu, les mecs. Hein. Alors, certains vous diront que, bon, voilà, on a profité de votre incompétence pour vous faire payer plus cher. D'autres vous diront que le calcul du TEG est complexe et soumis à des règles européennes qui évoluent constamment, hein, qui fait que, bon, ça entraîne des erreurs. Bon, des erreurs qui pénalisent toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire vous, les vaches à lait. Jamais les banques font une erreur dans l'autre sens. Bon, c'est bizarre, mais bon. Jusqu'à présent, cet accident industriel est resté relativement confidentiel. Quelques médias, oui, en ont parlé, mais très vite, ils se sont tus. Je dis, merde, pourquoi? Les erreurs à ne pas commettre au moment de souscrire un crédit immobilier. On va voir comme ça quelles sont les différentes erreurs à surtout ne pas commettre. Déjà, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt profiter des erreurs que la banque a faites pour en tirer profit. Ah, carrément. Vous êtes vicieux, là. Un peu, ouais. On ne parle que de ça. 1 fois sur 2, le taux de votre prêt immobilier est faux. Concrètement, on dit quoi? Banquier, que vous vous êtes trompé, et ça risque de vous coûter cher, cette erreur, et de rapporter un peu à l'usager. Pourquoi? La sanction est lourde. Peut-être une erreur de la banque en votre faveur, ça semble incroyable. Pourtant, les experts affirment que plus de la moitié des prêts immobiliers qui sont accordés aujourd'hui sont erronés. Même si la plupart de ces erreurs sont minimes et donc pas punissables aux yeux de la loi, certains Français ont pu récupérer plusieurs dizaines de milliers d'euros en attaquant leur banque en justice. Ah, la pression des banques aura certainement eu raison, hein, de leur devoir d'information. C'est vrai que beaucoup de médias appartiennent à des banquiers, donc forcément. Et puis c'est vrai qu'il faut être un peu givré, hein, pour s'attaquer aux banques. Hein. Sans être un braqueur, hein, parce que là c'est de manière complètement légale même, parce qu'on a peur des banques. Ils nous font peur, les banquiers. Ce sont des gens importants. Peu importe, en tout cas, Anana Crédit arrive et les banques se mettent à trembler. Anana Crédit se propose de faire du droit et de récupérer votre dû. Nous avons donc toute une équipe, hein, qui s'est constituée. Nous sommes dans les starting blocks, hein, donc avocats, fiscalistes. Nous sommes prêts. Il vous suffit de nous envoyer dès à présent, hein, votre contrat de prêt accompagné des conditions générales. Une équipe de spécialistes va analyser gratuitement, c'est important de le préciser, votre contrat, hein, et vous dire si vous faites partie des heureux gagnants. Je vous rappelle en moyenne 50 000 euros, 2 ans de salaire. Donc autant vous dire que c'est énorme. Cette analyse gratuite, je le répète encore parce qu'il y en a beaucoup, ouais, c'est encore un business. Non. Nous vous ferons parvenir ensuite donc les jurisprudences parce que bon, vous ignorez qu'il y a déjà eu des gens, hein, qui ont engagé des procédures et qui ont réussi à récupérer une certaine somme d'argent. Mais ces gens-là avaient quand même un peu d'argent pour payer un avocat, enfin un peu, beaucoup même. Donc, et là, Anana Crédit, c'est différent. C'est notre nombre qui fait notre force, vous comprenez, et qui limite les coûts au maximum. Donc envoyez vos contrats, hein, c'est parti, Anana Crédit. Hein, et puis demandez à vos parents, hein, même s'ils m'aiment pas. Mais non, envoie ton contrat, tu vas gagner 50 000 euros. Insultez-les même, parce qu'il n'y a pas de raison de se faire plaisir en même temps. Parce que, attends, qui ne va pas... C'est énorme, vous vous rendez compte ou quoi? D'ailleurs, on est tous des vaches à lait. Dites-leur à vos parents, hein, aux grands-parents, on est des vaches à lait. Et ça, j'en parle d'ailleurs dans mon nouveau spectacle. J'avais dit que j'arrêterais fin 2017. C'est vrai, mais finalement, plutôt que de faire mon spectacle en paix jusqu'à fin 2017, j'en commence un autre là. Allez, c'est parti. Dieudonné dans les médias. Ouais. Et je parle beaucoup des vaches à lait, tiens, je vais vous faire... Parce que je trouve qu'on comprend mieux en musique, moi. Ah, est-ce que vous êtes prêts, les vaches à lait? Hein? Alors, écoutez-moi bien, hein. Est-ce que tu commences à piger? Nous sommes tous des vaches à lait, qu'il nous est interdit de penser.
Nous... Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Sur Internet, les frontières du temps n'existent pas. D'ailleurs, n'existent pas d'ailleurs toutes les frontières, géographiques, ethniques ou religieuses. Et oui, sur Internet, on fait ce qu'on veut. Il n'y a plus aucune contrainte de cet ordre-là. Il n'existe pas de service de l'immigration de la pensée, j'ai envie de dire. C'est ce que j'essayais d'ailleurs d'expliquer à Éric Baudouin, un agent des douanes du Canada. Vous en souvenez, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais lui, il ne comprenait pas ce que je disais. Je lui ai dit, je serai au Québec le 12 juin prochain, Eric. Il m'a dit, alors, ça n'a pas de bon sens, Chris. Hey, je comprends pas, là-haut. Je suis délégué des ministres. L'autorité, c'est moi qui me dit. Ah, j'ai dit, non, Eric, tu n'es pas d'autorité. Tout ça, c'est de la marde, comme on dit. Là, tu n'as aucune autorité sur la circulation des pensées, Eric. Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, mais enfin, regarde mon papier, là. Il me sort un papier, tu sais, qu'il a sorti d'une imprimante. Il me dit, il y a le tampon. C'est un document officiel, c'est ça? Alors, je lui réponds, évidemment, ce qui est officiel, c'est que tu es un abruti. C'est ce que je lui ai dit. Ouais, il a commencé à mal le prendre, mais j'ai dit, mais ton document, tu peux toujours te torcher le cul avec. J'en ai rien à foutre de ça. Alors là, il s'est énervé, il a un peu perdu le contrôle, parce que, ben oui, ça le perturbait par rapport à ses repères qu'il avait dans la ville. Alors il a commencé à se confier et tout. J'ai vu qu'il était en doute, il a commencé à me raconter, je sais pas quoi d'ailleurs, comme quoi quand il regardait la photo de sa mère, il avait des érections. Enfin, non, vraiment le truc, tu vois. Moi, je dis, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Elle m'a dit, oui, j'entends une musique dans ma tête. Oh! Moi, j'ai dit, écoute, en tant qu'immigré, j'ai des droits, je veux me parer d'ici, c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est même moi, à un moment donné, j'ai dit, je vais être expulsé, qu'est-ce que tu me racontes, l'autre? Il se branle sur la photo de sa mère. Éric Baudouin, là, j'ai dit, oh, parce que, bon, moi, j'ai dit, je sais pas très bien ce qui se passe ici, mais apparemment, les hivers sont un petit peu trop longs, parce qu'il t'arrive dans ta grotte, toi, mais... Ah, une bête sauvage, il m'a fait peur. Moi, je lui ai dit, expulsez-moi, je vais être loin de tout ça. J'ai rien à voir avec toi, Eric. Alors, il m'a dit, signe le papier de l'expulsion, alors. J'ai dit, non, je signerai pas ton papier. J'ai rien à voir avec tes délires. Tu me fais peur. Je lui ai expliqué, en plus, je lui ai dit, je t'ai expliqué, pour moi, ta paperasse, là, c'est du papier de toilette. Donc, je vois pas pourquoi j'irais signer un papier de toilette. Il a fait un bruit, je sais pas ce qu'il a fait. Puis il est parti voir son supérieur. Puis le supérieur, apparemment, il a dit de me dégager, quoi. Il a dit, on t'a dit de pas lui parler à l'autre con, à l'autre singe, est-ce que tu viens Donc moi, j'ai dit, j'ai de toute façon, j'ai dit, bon, écoute, Eric, moi, je veux partir. Je sais pas ce que tu fous, ton boulot, mais là j'ai ta musique dans la tête, ta mère qui te fout la gaule, je veux partir, espèce d'ordure. Alors je dis, à un moment donné, mes mots ont dépassé ma pensée. Je voulais partir, alors à la fin je lui ai toussé à la gueule. J'ai dit, ouais, j'ai Ebola en plus, faut que j'y aille parce que là, je voudrais pas contaminer la région. Donc ils m'ont dégagé comme une merde. Donc je suis revenu en France, enfin je suis revenu et je vais repartir. Parce que, bon, ils sont venus me chercher d'ailleurs dans l'avion. La police française, j'avais pas de papier, tu sais, ils avaient donné ça tu sais, comme tous les mecs qui sont expulsés des pays, là. Ils donnent ton passeport au commandant de bord, et à la fin, ils sont venus me chercher 2 mecs avec des FAMAS dans l'avion. Ils m'ont fait le grand jeu, là. Putain, merde. J'étais impressionné, Alors bon, je leur ai toussé à la gueule, mais ils rigolaient pas, ils étaient vraiment dressés. Bref, je disais, je vais repartir parce que comme je l'annonce depuis quelques années, plus d'1 an maintenant, je prépare mon départ et mon retour au Cameroun. Enfin, j'y vais tous les ans, mais là, un retour plus définitif. J'organise ma remigration, comme on dit dans le métier. Mon père avait immigré en Bretagne le temps de ses études. Lui, j'étais cassé tout de suite. Et moi, maintenant, je remigre. En fait, je retourne en tant que fils d'immigré, si tu veux. Alors, j'ai évidemment une mère française, mais ça suffit pas. Ça, j'ai pu constater que j'aurais eu une mère israélienne, peut-être ça aurait été un peu différent. J'aurais peut-être été plus accepté, j'aurais pu rester. Mais là, non, on m'a fait comprendre qu'il fallait... D'ailleurs, je pense que je vais être expulsé de France, si ça continue.
Enfin, de France, on se comprend. Même les Français de souche, d'ailleurs, en ont marre, je le remarque. Donc moi, avec ma petite racine, tu vois, je suis français de racine, mais enfin, elle est toute petite. Coup de vent, tac, dégage, je repars au Cameroun, moi. Donc en plus, faut être clair, en plus j'en ai rien à foutre. Moi, avec Internet, maintenant, il n'y a plus vraiment de frontières dans ce monde-là. Donc moi, je m'en fous de toute leur connerie de frontières. Donc autant poser son cul au soleil. C'est ce que j'ai décidé. Je préfère encore choper un petit peu le palu, un peu la chiasse, mais tranquille, parce que là, les interdictions dans tous les sens. De toute façon, je sais bien ça, je vais être obligé d'aller au Cameroun, je suis interdit partout ailleurs. Mais je rigole, je devrais pas, parce que c'est quand même chiant aussi. Bon, puis de toute façon, je préfère finir ma vie en Afrique que ici, noyé dans mon vomi dans une maison de retraite, ou chez les dingues, parce que là... Parce qu'ici, d'ici à la... Moi, je pense, ici, je sais pas comment à la fin ça va se passer, mais quand tu vois que les gens n'ont plus aucun espoir, ça risque de finir en guerre civile. Ouais, réveillez-vous, là, c'est fort possible que ça finisse en guerre civile. Et là, c'est grave. Guerre civile, ça veut dire que pas à l'abri d'une patte cassée, il va se passer quelque chose. Donc, je serai parti dans peu de temps. Enfin bon, je serai quand même là. Surtout avec l'holographie. Je vous ai expliqué que j'étais intéressé par l'holographie. Donc là, je vais faire un petit test demain, on va voir si ça marche. Ou si c'est de la merde, on va voir. Mais si ça fonctionne, c'est bluffant. Moi, j'ai vu des extraits déjà, attention. Donc si on arrive à maîtriser cette technologie, là, bon, je serai encore là physiquement jusqu'en 2017. Donc j'ai le temps de régler quand même l'appareil, parce que, ouais, j'avais dit que je partirais fin 2017. Et d'ailleurs, j'ai décidé jusque-là de faire plein de spectacles. Ouais, j'en ai marre. Normalement, je devais en faire qu'un, puis finalement, je vais en faire 4. Ouais. Ça peut foutre. Ça peut te foutre. Les médias, c'est en ce moment, ça a commencé au Théâtre de la Main d'Or, ça marche très très fort. Mais je suis très content de ce spectacle, ça marche, ouais. Les gens se marrent. Mais c'est normal, parce que maintenant, bon, moi je m'en vais, donc je suis sur... Tu sais, quand tu t'en vas, c'est pas pareil, tu te lâches, C'est vrai que c'est pareil pour la non-assurance, c'est le carton plein. N'hésite. J'en parle à chaque fois, mais n'hésitez pas, testez la non-assurance, vous allez gagner du fric. Qu'est-ce que vous risquez à part gagner du pognon? Un anacrédit, bon. Je vous avais prévenu, oui ou non? Oui, bah oui, je vous ai prévenu. Mais là, on peut pas parler d'un succès, on peut parler d'une affaire d'État. Voilà. Ouais. Je savais que s'attaquer aux banques, j'allais avoir chaud aux miches, mais là, ça risque d'accélérer le processus de mon retour au Cameroun. Non, il voulait absolument faire un papier, la rue 89. Il y a une journaliste qui est venue. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Elle me dit, ben non, parce qu'elle me suit. Elle me crache à la gueule depuis quelques années, cette journaliste. Mais bon, elle n'est pas méchante, mais bon, elle est bien obligée, qu'est-ce qu'elle fasse, sinon elle ne pourrait pas être journaliste. Donc l'autre, elle me dit que là, il faut absolument parler de la nanacrédit. J'ai dit, mais vous allez me cracher à la gueule? Elle dit, bah oui, mais bon, quand même. Elle a reconnu, parce qu'on en a parlé. Hors micro, elle m'a dit, non, c'est vrai que c'est un sujet... Je lui ai dit, mais pourquoi vous n'en parlez pas dans les médias? Elle m'a dit, c'est pas vrai, on en a parlé. Ils avaient fait 2 lignes en 1952, enfin non, tu vois, 2014, je sais pas quoi, tu vois. Je lui dis, mais c'est quand même important. Et je lui dis, pourquoi les politiques n'en parlent pas? Et là, elle s'est laissée à quelques confidences. Elle m'a dit, bon, peut-être qu'il y a quand même des intérêts croisés. Non, mais bon, je vais pas aller plus loin, parce qu'elle a un boulot, elle bosse au Nouvel Obs. Donc, s'il y a un journal qui a du mal, déjà, je ne vais pas leur tirer dans les pattes. Mais, les journalistes commencent à être conscients aussi que la nanacrédit, si tu veux, c'est un phénomène de société. Là, ce sont des milliers. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des milliers et des milliers de dossiers qui arrivent chaque jour. N'hésitez pas, vous avez fait un prêt immobilier, envoyez votre dossier à la nanacrédit. Allez sur le site, de toute façon. Vous allez gagner, en moyenne, 50 000 euros par rapport au crédit que vous avez contracté à votre nom. Ouais. Vous êtes 80% des dossiers éligibles. Je ne sais pas si vous imaginez où on va. Donc il y a même une banque là qui est en train de... Je peux pas en dire plus. Mais qui a pris contact avec nous. On va voir comment on pourrait s'arranger. Peut-être en me soudoyant. Mais à ce moment-là, je leur dirais attention. Quand même compter aussi que j'ai des frais.
Mais je resterai comme tel un syndicaliste dans le bureau du patronat. Ah, vous inquiétez pas, vous serez au courant de tout. Ah, ils ont la chiasse. Hein. Là, on leur fout la chiasse. Putain, peut-être me buter, on va voir. Tiens, je vais mettre ça parce que on sait jamais. Hein. Ils vont quand même hésiter à tirer sur un agent, un gardien de la paix. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Le soleil ne se couche pas vraiment sur Internet. Alors beaucoup se posent la question, qu'est-ce que c'est que ces lunettes de Diodo? Ces lunettes de Travelo, je sais pas quoi. Je me suis fait insulter. Alors ce sont des lunettes de secours que j'ai ici. Quand j'ai oublié mes lunettes, ce sont des lunettes en fait qui me permettent de travailler le bois. J'aime à mes heures perdues travailler cette matière. Alors, Internet, espace évidemment de toutes les libertés. Hein. Ces libertés qui nous font malheureusement de plus en plus défaut ici, dans le chaos de ce monde moribond. L'ancien monde agonise. La France des Lumières est devenue une terre d'injustice, belliqueuse et arrogante. Les Français se sont vus confisquer leur statut de libres citoyens. Ils sont redevenus, bien malgré eux, bien sûr, les prisonniers, les vaches à lait d'un système corrompu jusqu'à l'os. Monsieur Valls, notre petit Mussolini handicapé moteur, je m'étais fait condamner à l'époque, ce que j'avais dit, c'était un Mussolini, moitié trisomie. Donc ça, je n'ai plus le droit de le dire, donc je ne le dirai plus. Mais c'est donc un petit Mussolini handicapé moteur. Je trouve que ça lui va bien. En plus, il a la tremblote, on dirait une libellule, l'autre. Donc il a fini par abattre, lui, les derniers piliers de l'utopie démocratique. On n'y croit plus, c'est pas possible. Faut être con pour arriver à y croire encore aujourd'hui. Fini la justice, fini la sécurité, fini l'emploi, fini les libertés. Nous sommes entrés en dictature. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé d'aller en prison. Moi, Dieudonné Mbalambala, l'histrion, emprisonné pour un sketch. Un sketch qui a déplu visiblement à l'actuel Gestapo, ceux qui sont garants de la morale et des valeurs, condamnés donc à 6 mois de jour amende pour avoir fait rire le peuple de France. Et tout ça sur une scène de théâtre à Paris. Là, on ne parle pas des années 1900, avant... Non, là, on est là, c'est maintenant. Là. Alors, vous me direz, oui, mais j'avais le choix. Payer une amende ou être emprisonné. Bon, j'ai longuement réfléchi. Je ne vous cache pas que c'est pas évident avant de prendre ma décision. Et puis celle-ci, finalement, s'est imposée d'elle-même. Qu'est-ce que c'est que cette justice qui épargne aux riches l'emprisonnement? Tu as de l'argent? Ah ben très bien, tu peux rentrer Reste chez toi, bois un petit coup de champagne avec ta femme. Tu n'as pas d'argent? Ah, tu seras jeté au cachot. Voilà, c'est pas possible. Bon, j'ai cet argent, je ne vous le cache pas, et je l'ai d'ailleurs grâce à vous, grâce au succès que vous m'avez accordé. Mais j'irai quand même au cachot, non. Comme ces hommes qui m'ont inspiré, les Chavez, les Lumumba, les Mohamed Ali, les Mandela, j'irai en prison. Emprisonné comme eux, pour avoir osé imaginer un monde libre. Je pars en prison pour avoir fait mon travail, pour avoir fait un sketch dans mon théâtre devant mon public en plus de ça. Ah, les portes étaient fermées, on ne pouvait pas entendre une seule phrase, une seule réplique de ce spectacle, de l'extérieur. Au même moment, des fémènes pissaient et chiaient dans une église, sous le regard outré, évidemment, de quelques fidèles qui étaient là. Eux, liberté d'expression, sous les applaudissements du gouvernement. Bravo, magnifique. Et moi, en prison, pour un spectacle, dans un endroit fermé. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Ne laissons pas nos esprits et nos cœurs se livrer à la colère. Face à la haine, restons en paix. J'ai compris d'ailleurs qu'ils ne veulent pas la paix. Ça fait 1 an que je chante la paix, 1 an et demi, que j'ai tendu la main, Ils ne veulent pas de la paix, ces gens-là. Ils en ont peur.
Ils en ont peur car la paix conduit à la vérité. Et celle-ci leur brûle les yeux, la vérité. J'en ai été témoin. Faut pas oublier aussi que ce sont des assassins qui ne vivent que par la guerre et le mensonge. La paix, pour eux, signifie notre soumission totale et inconditionnelle. Ouais, c'est vrai. C'est Mahmoud qui me disait ça. Il avait parfaitement raison, Mahmoud Ahmadinejad. Christiane Taubira, leur négresse de maison. Elle avait dit, elle, en parlant de moi, il faut lui intimer le respect. Et comme un esclave ou un chien. Plus ces gens se radicalisent, plus les folies guerrières envahissent la société. C'est ça qui est terrible. On le voit partout. Il y a un énervement, et les gens ont peur. Il y a une terreur qui est en train de monter. Un sentiment de guerre civile. Mais bon, à partir du moment où ils nous font comprendre qu'il n'y a pas de justice. Je vais donc aller en prison, car celle-ci se trouve face à moi sur le chemin de la vérité. Seul chemin possible pour la liberté. Je suis en route vers l'éternel. Je rassure ceux et celles qui m'apprécient, je vais en prison l'esprit léger. Pour moi, de toute façon, la prison est des deux côtés de la porte. Nous sommes tous en prison, au moment où je vous parle. On est ensemble, on rêve de liberté, mais c'est tout ce qu'on fait. Bref, alors concrètement, comment cela va-t-il se passer ? Je vais rencontrer sous peu un juge d'application des peines. Et on m'a expliqué comment ça se passait, j'ai vu ça avec mes avocats. Je vais lui faire part de ma décision, donc je paierai une partie de ma peine d'amende, et l'autre partie sera exécutée en peine de prison. Voilà le deal, si vous voulez. C'est une sorte de prison à la carte. Un peu comme un restaurant, de fromage ou dessert, dessert. Non, pas de fromage, non, de fromage. Fais ce que tu veux. Puis après, bon, c'est pas juste, mais bon, c'est comme ça. Ça s'appelle les jours amendes. Donc, cette incarcération devrait intervenir dans quelques semaines. Je ferai une vidéo pour vous annoncer tout ça. En attendant, dépêchez-vous évidemment de venir au Théâtre de la Main d'Or. Découvrir mon tout nouveau spectacle, Les Médias. Les médias, ce sont eux d'ailleurs, les médias, les premiers à m'avoir condamné, après ce sketch chez Fogiel. Ils se sont déchaînés. Ils devraient être d'ailleurs heureux d'apprendre que je vais croupir quelque temps en prison. J'allais en prison, les médias. J'aurais quand même réussi à leur donner un peu de plaisir. En tout cas, je leur réponds dans mon dernier spectacle, Les Médias. Et croyez-moi que je vais en prison, mais je vais me faire plaisir aussi maintenant. Il n'y a pas de raison aussi de s'amuser un peu. Donc les médias, c'est tous les jeudis, vendredis et samedis. Venez vite avant que je sois incarcéré. À ma sortie de prison, si je sors, mais bon, a priori, mais ils peuvent peut-être me remettre une couche. On verra. Je partirai en tournée, normalement, dans toute la France. Inscrivez-vous déjà sur Dieudo en tournée 2016. Tout ça, c'est en lien. Donc, Anana Crédit. Oh la vache. J'ai fait comme ça, pourquoi ? Anana Crédit, c'est l'explosion. En à peine un mois, c'est fou ce qui vient de se passer. Au regard de la jurisprudence constante, nous allons faire gagner 50 millions d'euros sur les dossiers qui sont rentrés. 50 millions d'euros. C'est une somme énorme que les gens vont pouvoir récupérer. Tout ça grâce à l'Anana Crédit. Vous aviez contracté un prêt immobilier, envoyez tout de suite votre contrat à l'Anana Crédit. Mais que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, de toute façon, c'est gratuit et on va vous dire combien vous pouvez gagner. Alors plus on va être nombreux, plus ça sera facile à négocier en plus. Parce que là, ça prend un certain temps, il faut lancer des procédures, c'est un petit peu chiant, mais bon. Tiens, Anana Crédit pour les nuls, regardez. Papa, tu me lis une histoire ? Quoi ? Tu vois bien que je suis en train de jouer, non ? Et quand tu joues, je t'emmerde pas. Bon, passe-moi le livre des histoires. Ouais, mais j'étais en train de faire un truc. Ouais, ça te fait marrer, toi. Mais la pose pas trop loin, la voiture. Alors, je vais te raconter la fabuleuse histoire de l'Anana Crédit. Ça a l'air nul. Comment ça a l'air nul ? Dis donc, ouais, tu peux te retourner, parce que si je te regarde, tu vas voir. Comment ça a l'air nul ? On dirait ta mère, attends.
Déjà, avec la assurance, vous m'avez cassé les couilles. Vous m'avez dit, ouais, je sais pas quoi, ça marchera jamais, ça a très bien marché. Donc, à un moment donné, ok? Bon, donc ça sera la fabuleuse histoire de l'ananas crédit, et puis c'est tout. Alors, tiens, rapproche-toi. Il était une fois Jackie. C'est celui qui travaille au théâtre avec papa, qui est toujours mal coiffé. Bref. Donc, c'est Jackie et sa femme... Bah, c'est une princesse, sa femme. Ah non. Qui m'a fait ce dessin? Sa femme, c'est une petite grosse, toi, avec une jambe en bois, qui a presque plus de cheveux et qui mange ses crottes de nez. Oui. Mais tu vois, je te l'avais dit, hein, que c'était une histoire qui allait te plaire. Allez, place au rêve. Donc, Jackie et sa femme voulaient acheter une maison. Alors, tu te doutes bien que l'autre, Jackie, il a pas un rond. Hein, il a même pas les moyens d'aller chez le coiffeur. C'est pas pour s'acheter une maison. Il a pas un rond. Pourtant, il travaille avec toi. C'est bizarre, ton histoire. Bon, je continue ou j'arrête, là? Tu continues. Donc, sans le sou, Jackie emprunte 185 000 € à sa banque. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Et sa banque lui impose un TEG à 4,9%. Tu te rends compte? Bon, cherche pas, je vais pas répéter l'histoire 50 fois. 4,9% à rembourser, c'est énorme. Bon, tu t'en fous, t'as 8 ans, alors évidemment. Mais pour Jackie, c'est énorme. Mais Jackie découvre l'ananas crédit, qui, grâce à ses conseillers... Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est qui cette grosse patate là, habillée en vert, avec l'ananas? Putain, mais qui est le dessinateur de cette merde? Y a pas de perspective là, c'est quoi ça? L'ananas crédit révèle Jackie que la banque lui a imposé un TEG erroné. Tu te rends compte? Les mecs, c'est leur métier et ils donnent des chiffres bidons, 5, 6, 76... Tu sais pas compter toi non plus. Eh ben je compte donc comme un banquier. Bon, l'ananas crédit accompagne Jackie dans l'ensemble de ses démarches, afin de récupérer 45 000 €. Hein, je mets un S parce qu'il y en a beaucoup. 45 000 €. Tu te rends pas compte ce que ça représente pour un Français en 2016. Hein, toi, tu gagnes combien, toi, par exemple? Tu gagnes combien? Rien. Rien, évidemment tu gagnes rien. C'est mon fric que tu utilises. Et tu crois que je t'ai pas vu piquer la pièce de 2 francs l'autre jour dans la voiture? Tu peux te manger les ongles. Allez. Hop, terminé, au lit. Tiens, rends-moi ma bagnole, tiens, tant qu'on y est. Et puis toi, tu vas te coucher. Donne-moi ça. Dis donc, oh, ça va. Mais fais le con comme ça. Allez, on y va. Va te coucher, c'est bon, là. Ça va bien, j'ai pas besoin de toi, là. Il y a le petit chapeau qui bouge. Ananas Assurance, c'est pareil, c'est parti. Enfin, c'est reparti. Nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, hein, notamment dans l'obtention de certaines autorisations, certains codes. Enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est reparti. Donc, si vous avez envoyé un dossier il y a quelques mois, renvoyez-le. Hein, ça sera traité sous 48 heures. Voilà. Donc, moi, j'y vais, parce que, bon, de toute façon, je vais en tôle. Donc, faut quand même que j'aille dire ça à mes gosses. Regarde comment ça se négocie un enfant. Je vais vous montrer, on va aller chez Monsieur Bellinga, le spécialiste de l'adoption en Afrique. Bonsoir Monsieur Bellinga, ça va bien? TF1? Ouais, c'est la France, c'est sérieux. Alors, on peut assister, vous êtes le spécialiste de l'adoption, vous, hein, maintenant en Afrique. Bah si, ne soyez pas modeste. C'est vous qui accueillez des jeunes couples français tous les jours, vous en avez un aujourd'hui. Bonjour monsieur. Hein? Bonjour monsieur. On peut assister à la négociation? Non, c'est pas possible. S'il y a la confidentialité, ça n'est pas un spectacle comique. Je vous demande de sortir. Je répondrai après aux questions. Voilà, salle d'attente, parce que ça, c'est... Non, je n'aime pas. Fous-moi le camp, tu vois, il enregistre avec le micro comme ça, hein. Oh, les journalistes, ces gens-là, je n'ai pas confiance, vraiment, hein. Bon, bonjour, messieurs, dames, nous allons commencer. Ah, messieurs, dames, pardon. Il m'a perturbé. Comment on dit maintenant? Monsieur. Époux 1, époux 2. Bon, ça va. Pas de problème. Époux 3, époux 4. Alors, moi, je vais poser quelques questions. Parce que l'adoption est un acte d'amour. C'est l'amour. On n'adopte pas un enfant comme on achète un régime de bananes. Il y a...
Vous vous embrassez comme ça. Hein. On n'est pas habitué, on n'est pas habitué. Ah bon? Deux hommes comme ça. Ah bon? Je suis désolé, on n'est pas habitué, on n'est pas habitué. Non, mais ça va. C'est le progrès. Voilà, c'est le progrès. C'est un très grand progrès. Alors moi, je vais seulement poser les questions. Hein. Pour vous, l'adoption est un choix ou découle-t-elle d'un problème de fécondité? Ce sont les anciens formulaires qui n'ont pas encore adapté ça. Hein. Deux hommes, voilà, la question ne se pose pas. Vous n'avez pas l'utérus. Vous n'avez pas l'utérus. Hein. Bon, je mets utérus néant. C'est foutu. Je continue. Sexe désiré de l'enfant. Fille, garçon ou hermaphrodite. Non, c'est plus rare, mais je peux trouver si vous voulez ça. Garçon, hein? Oui, je pense pour vous, non, c'est mieux. Vous serez entre vous comme ça, c'est bon. Au niveau de la qualité, la santé de l'enfant, non, ce sont les enfants agréés par l'Union européenne. Ce sont les enfants bio. Oui. Il y a la pastille verte sous le pied, vous allez voir. Ils sont élevés en plein air avec les poulets, les canards. Ce ne sont pas le genre d'enfants soldats du Congo, non, ça je ne vends pas. C'est moins cher, mais vous allez avoir les problèmes avec ça. Vous allez revenir dans 6 mois, vous dites, même comment, monsieur Belinga, on ne peut plus rentrer dans la maison, l'enfant a tué la babysitter. Moi, j'ai la déontologie, je suis franc-maçon. J'aurais dû commencer par là. Président de l'association Soleil, Enfance et Ananas. 100% confiance. Alors, au niveau de l'âge de l'enfant, j'ai tous les âges. Il suffit, vous me dites, je note, c'est tout. 1 an, 1 mois, 1 semaine, 1 minute, 1 minute. Je peux même vous vendre les fœtus. Je suis le seul à faire ça en Afrique. Vivant, bien sûr, vivant. Fœtus vivant, 7 mois, oui, non, moins. 3 mois, c'est un peu mou, il faut attendre quand même. Le fœtus, 3 mois là, les haricots là, qui n'a pas les pattes. Lui ne tient pas longtemps dehors. Non, mais il y a la clientèle quand même. Si. Les Japonais. Ils aiment ça. Ils mangent. C'est pour la virilité sexuelle. Parce qu'eux sont fatigués. Hein. Avec Fukushima, là, ils n'arrivent plus vraiment à être très vigoureux. Mais quand ils mangent les haricots, là, après ils font le judo, non, ils ont la pêche. Alors, pour vous dire qu'on s'adapte au budget de chacun. Si vous me... Non, arrêtez. Une fois, ça va. Hein? C'est le progrès maintenant. Non. Ici, en Afrique, vous savez, ça n'est pas le progrès. Hein? Non. Les autorités du Cameroun, non, c'est pas homophobe. Non, c'est plus méchant. Je dirais, ils sont homovores. Ils se nourrissent de ça. Non, mais n'ayez pas peur. Non. Ici, vous n'avez pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez l'argent. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec l'homosexuel. La seule chose, je ne touche pas l'homosexuel. Vous avez vu quand vous êtes arrivé, non? J'ai levé la main, il dit bonjour. Voilà, quand vous allez quitter, pareil, j'ai fait ça. Non, ce n'est pas le problème de contact, non. On fait comme ça. Disons, c'est pour ne pas prendre le mauvais sort. Parce que nous, en Afrique, on dit que quand tu es pédé comme ça, ça n'est pas de ta faute, c'est parce que toi, tu as été ensorcelé. C'est Belzébuth qui est rentré dedans par les fesses. Nous allons descendre au showroom dans un instant. Hein? Vous allez choisir votre chérubin. Alors, je termine avec la présentation de l'entreprise. Si vous avez besoin de la transfusion sanguine, on a un très bon sang ici. Hein?
Gênes avec la pulpe, comme ça. Non, on envoie ça à Genève. Vous faites ça à Genève. Pareil, si vous avez besoin d'un organe, c'est un petit problème. Vous m'envoyez SMS. Vous connaissez ça? Rein, poumon, foie, vous mettez le groupe sanguin. Je mets ça dans la glacière, vous avez ça en 48 heures. On parlait tout à l'heure un l'utérus. Je donne ça, je donne ça. Même dans vos affaires, là, si vous voulez changer, vous dites tiens, un anus. J'ai de très jolis anus. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez même vous faire greffer un anus d'éléphant. Hein? Vous pourrez voyager sans bagage. Alors, nous sommes le continent des matières premières. Mais je ne vends pas à n'importe qui, attention à nous. Moi, j'ai la déontologie. Parce que je suis franc-maçon. Le matin, là, il y a un Belge, il est venu sur monsieur Maruzotti, là. Maruzotti, il dit, je veux 12 enfants. Ah, j'avais un doute. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec 12 enfants? Il dit, non, c'est pour moi, c'est la consommation personnelle. J'ai dit, tu mens. Regarde-moi dans les yeux. Arrête de faire le cahuzac, là. Tu fais la pédophilie, non? Oh, il dit, jamais je fais ça. Et là, il a posé son argent, un gros tas comme ça. Hein. Il m'a dit, prends mon argent. J'ai dit, non, je refuse. Je ne touche pas cet argent-là. Jamais. Ça va, les frais de dossier. Bon. C'est toujours délicat d'organiser ce genre de manifestation parce que il n'y avait dans notre esprit absolument aucune volonté de récupération, que ce soit politique ou personnelle. Donc je suis très, très content du résultat, avec des instants et des moments très émouvants. Et puis je pense que les Vénézuéliens qui sont là, les gens qui sont touchés encore plus près que nous, mais bon, même si le combat évidemment est universel, la révolution de Chavez nous touche profondément. Je pense que c'était vraiment très émouvant pour moi aussi de vous entendre témoigner. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire qu'il me semble que cette révolution en France, en tout cas, elle est en train de grandir sur Internet. Alors ER, par son succès aussi, le démontre. Moi aussi, dans mes tournées de spectacles, sans aucune promotion, sans avoir le soutien des médias ou du système. Aujourd'hui, il y a une volonté du peuple, en tout cas, de trouver la vérité et de la retrouver, en tout cas, parce que je crois que le mensonge n'a jamais été aussi flamboyant qu'aujourd'hui. Bon, les exemples, ils sont tellement énormes avec ce Cahuzac, les yeux dans les yeux, qui nous explique, mais à l'UMP pareil, avec ces gens les deux finalistes, futurs présidents qui se montrent du doigt, tricheur, il a bourré les urnes. Depuis quand trichez-vous? Depuis toujours, en fait. Et c'est vrai qu'on le sait aujourd'hui que nous avons affaire à des tricheurs, à des menteurs. Chavez faisait partie de cette catégorie de gens qui portent une nation, qui portent un pays, qui portent un peuple, et les résultats extraordinaire qu'il a obtenu dans ces 14 années de présidence le démontre. Moi, je pense qu'il nous manque aujourd'hui quelqu'un ici, et j'espère que, eh bien, en tout cas, nous et vous, je crois qu'il faut qu'on se prenne aussi en charge, qu'on n'attende rien d'autre que de se relever, de s'organiser, d'avancer. Et je pense que Chavez, pour ça, en tout cas, il nous a amenés. Il a touché notre cœur, notre esprit. Et bon, un leader comme ça, un charisme comme ça, on ne sait pas, il va arriver. Certains l'attendent, certains pensent au Messie, certains pensent à... Il y a un homme, quelqu'un va arriver, il est déjà vivant, il va arriver dans l'année qui vient. Et je pense qu'il faudra qu'on le reconnaisse aussi, parce que bon, c'est pas évident. Où se cache-t-il? Alors, est-ce que ça sera Biquette? Est-ce que ça sera... Non. Bon, moi, j'ai une nature comique, évidemment, et j'ai grandi, je n'ai pas le vice de l'espoir, j'ai grandi dans les bas-fonds, donc j'observe avec beaucoup d'humour le monde dans lequel je vis, mais c'est vrai, lorsque l'on a un discours, je pense qu'il faudra peut-être un militaire, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on essaye de susciter, je sais pas, lever la main, je sais pas, il y a un général qui serait prêt à avoir un peu de panache, un petit peu, pour organiser un coup d'État. Pourquoi pas?
Non mais pourquoi pas? On peut s'interroger, en tout cas. Bon, en tout cas, on va passer au jeu des questions-réponses. Merci, parce que évidemment, votre présence est indispensable et elle marque aussi, si vous voulez, je crois, quelque chose pour lequel on se bat, pour lequel on travaille tous ensemble. Et je pense que voilà, on est là, on n'a pas besoin d'autres mots que merci à vous d'être là. Et puis on va répondre maintenant à vos questions. Bonjour à tous. Donc moi j'aurais une question à poser à Dieudonné et à Alain Soral. J'aimerais bien avoir votre avis un peu concrètement sur la vraie démocratie et le tirage au sort que défend Étienne Chouard, qui est aussi un supporter d'Hugo Chavez. Est-ce qu'on pourrait aussi faire la même chose, c'est-à-dire travailler un peu sur la démocratie et la Constitution? Et pour Dieudonné, si vous pouvez faire, je ne sais pas, un sketch sur la vraie démocratie ou la montrer du doigt, quoi, si c'était possible. Ça tombe bien parce que j'étais avec Étienne Chouard il y a 3 jours, samedi ou dimanche. J'étais avec lui dimanche, justement, on a débattu de ça lors de l'Assemblée générale de ER-PACA. Alors ma réponse, elle est très simple. C'est qu'on peut écrire une constitution qui soit beaucoup plus parfaite que celle qui est la nôtre, qui est ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui ne représente en réalité jamais le peuple, on le sait très bien, donc on est dans ce que j'appelle moi la démocratie de marché et d'opinion, qui est une fausse démocratie. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a écrit la Constitution, c'est ce que j'expliquais à Étienne, pour l'appliquer, il faut faire une révolution. Donc il y a ceux qui écrivent la Constitution, puis après, je vous dis, on est toujours dans la naïveté spontanéiste qui a amené Rosa Luxembourg à être assassinée dans le mouvement spartakiste, c'est qu'il ne suffit pas qu'on se réunisse tous pour écrire une Constitution pour qu'elle devienne la Constitution. Il y a bien un moment donné, il va falloir imposer cette Constitution à ceux qui se basent sur l'autre, qui est la légalité, et qui déclarera celle-là illégale. Ce qui veut dire qu'à la fois, il faut produire une Constitution pour après la prise du pouvoir, mais pour pouvoir l'imposer, il faut prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir, c'est pas par des mots ou en disant qu'on a plus de légitimité, c'est forcément à un moment donné par une phase révolutionnaire de violence, et de violence organisée, parce que sinon la violence désorganisée est en général contre-productive. Ce qui veut dire qu'il y a deux combats à mener simultanément. Il y a le combat d'Étienne Chouard, qui est de produire une constitution qui soit authentiquement démocratique, notamment par lui, il veut recourir au tirage au sort. Je suis tout à fait d'accord que c'est sur le papier ce qui serait sans doute le plus effectivement démocratique. Et puis après, il y a le combat sur le terrain politique de l'ennemi, de celui qui a déjà le pouvoir, d'essayer d'imposer cette constitution. Et ça passe forcément non pas par une demande, une requête ou un vote à main levée ou ce genre de conneries, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que même le nombre ne suffit pas, puisqu'on voit très bien que, par exemple, le combat, quelle que soit l'opinion que vous avez, le combat contre la loi sur le mariage pour tous, qui est en fait demandé par une ultra-minorité, même à l'intérieur de la communauté homosexuelle, malgré l'opposition de manifestations qui, d'après les vrais chiffres, parfois rassemblent 1 800 000 personnes, cette loi va passer simplement par des votes d'assemblée, ce bicamérisme, Assemblée puis Sénat, souvent de quelques dizaines de personnes qui sont là à appuyer pour les autres sur un bouton. Donc le nombre n'a pas grand-chose à voir avec le pouvoir, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il y a à la fois produire une constitution démocratique sur le plan théorique, et puis en même temps arriver à ce qu'elle accède au pouvoir, ce qui est totalement une démarche différente, ce qui veut dire qu'il faut à la fois le travail de réseau, de combat, en se servant des contradictions du système et de moments clés pour essayer d'arriver à un moment donné à une phase révolutionnaire, car la banque et le pouvoir impérial ne nous donnera pas le pouvoir parce qu'il aura compris d'un seul coup que c'est nous qui le méritons. Il ne faut peut-être pas être trop naïf. Donc il y a le combat théorique à mener, l'écriture, ça je suis tout à fait d'accord, et Chouard le mène, et puis le combat qu'on fait nous peut-être d'essayer de rassembler les forces de résistance pour produire une espèce d'union sacrée qui à un moment donné peut produire un saut qualitatif dans le concret, dans le politique, qui s'appelle à un moment donné une phase de type révolutionnaire, même si ce n'est pas le pathos révolutionnaire du bain de sang, mais à un moment donné effectivement de renverser un pouvoir en pesant là où il faut peser. Donc en fait la réponse est double. Oui, il faut produire théoriquement cette constitution. 2, c'est pas parce qu'on l'aura produite qu'elle deviendra effective. Et que même si on ne fait que ça, ça restera ce qu'on appelle un joli texte. Vous voyez ? Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, et je rajouterais, là, pour terminer sur l'histoire du sketch, sur la démocratie, c'est vrai qu'aujourd'hui, la fiction dépasse la réalité. Il y a une concurrence déloyale des politiques sur la scène humoristique. On est vraiment arrivé au sommet de l'imposture, où le mensonge est arrivé.
c'est le dogme dominant. C'est-à-dire que avant, il y avait un petit temps de digestion. Alors, il y avait peut-être le cadre religieux qui leur imposait la réflexion. Mais aujourd'hui, ils commencent une phrase et ils terminent, ils disent l'inverse. Et ça, c'est absolument hallucinant. Alors oui, évidemment, je pense qu'il va y avoir un espace dans les années qui viennent où le rire va être une solution pour apaiser une sorte de soupape indispensable. Mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire Alain, et puis dans le sens de votre question, je pense que on est vraiment des baromètres et on s'aperçoit que, par exemple, les policiers, les militaires qui viennent me voir, moi, dans les spectacles, qui viennent me parler, ils ont le même... Il y a vraiment une sorte d'union extrêmement large qui est en train de se passer. Moi, dans la salle de spectacle, j'ai des jeunes de quartier, des femmes voilées, des chrétiens, des militaires, des policiers. Et je pense que c'est ce grand rassemblement qui va pouvoir permettre à la Révolution de trouver ses racines, parce que le système nous a opposés tous les uns aux autres. Et c'est par cette division que le sionisme et le satanisme aujourd'hui, quand on parlait le libre penseur, a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils nous mentent, ils nous ont lobotomisés, mis des cloisons dans nos cerveaux pour qu'on s'oppose systématiquement les uns aux autres. Alors le rire, voir rire tous ces gens, moi en même temps, c'est extraordinaire. Puis là, plus ça va, plus je sens effectivement l'utilité de mon travail. Mais je pense que la révolution, que je pense servir aussi au travers de mon travail, elle arrive. Comment va-t-elle se matérialiser? Je pense que si je le savais, je serais mort. Et je pense que c'est un développement organique aussi qui est en train de se produire, intellectuel, artiste. Et puis vous qui, en fait, votre présence encore aujourd'hui ici montre bien qu'on n'a pas eu de promotion sur les médias traditionnels. Vous êtes là parce que... Et puis on sera de plus en plus nombreux. On a dit qu'on aurait pu être 2000 aujourd'hui. Mais demain, ça sera un stade avec plein de gens. Et puis après, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. C'est pas évident aussi pour Alain ou pour moi de passer du statut d'auteur, d'humoriste à leader politique ou révolutionnaire. Au départ, moi, je fais des blagues et il fait des livres. Et donc, il va falloir... c'est là où Chavez, pour nous, évidemment, nous inspire, parce qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais du pied à un général ou un haut gradé de l'armée française. Il faudrait qu'il y en ait un qui nous rejoigne. Ce serait très très important parce que c'est indispensable. On ne va pas s'entretuer. On va pas finir. Or, le système va faire en sorte qu'à la fin, il y aura un bain de sang. Vous connaissez cette histoire du petit coq qui reste caché et qui sort au dernier moment pour reconstruire la paix et la liberté. Donc, moi, je pense que dans votre question, il y avait aussi toutes les réponses, c'est-à-dire que c'est avec vous, c'est ensemble, et puis il faut aussi qu'on assume aussi, plus ça va. Moi, depuis cette année, j'ai décidé d'assumer un peu plus directement mes responsabilités, puisque le système politique avait voulu me neutraliser, et par le biais de l'administration fiscale, ils ont voulu me chasser de chez moi, un coup de pied dans le cul. Alors bon, j'ai dit, bon, voilà, je vais donc saisi de la maison avec expulsion. Alors j'ai dit, bon, je vais à la banque. Et là, la banque me dit, non, fous le camp, retourne au Cameroun. Alors j'ai dit, c'est bizarre, je travaille, je gagne de l'argent, je voudrais juste un prêt pour payer mes impôts. Ah, non. Et là, je me suis retourné vers le peuple français par Internet et j'ai dit, bon, voilà. Et là, vous m'avez donné cette somme d'argent. Et là, je suis arrivé à ma banque avec 2000 chèques que j'ai posés. Ils n'en revenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, c'est les gens qui me prêtent. Et puis je vais les rembourser à la fin de la tournée que je suis en train de faire. Je pense que j'ai donc une responsabilité, ne serait-ce que déjà de rembourser évidemment tous ces gens, mais au-delà de ça, c'est surtout je prends conscience que le travail que je fais est important. Voilà, et c'est tout un tas de petites marques comme ça qui font qu'à un moment donné, je pense que oui, alors moi ça passera par des sketchs.
la démocratie, elle est déjà, le mot est un sketch, c'est-à-dire que c'est une utopie qui n'a jamais été réalisée et donc pour laquelle on peut travailler, mais on peut appeler ça comme on veut, quoi. Mais oui, en tout cas c'est un vrai sujet de comédie. L'année 2014 a débuté en trombe, si j'ose dire, avec l'affaire Dieudonné. Pour comprendre la genèse de cette histoire, il faut remonter au discours de Manuel Valls, discours de rentrée à la traditionnelle université d'été du Parti socialiste à La Rochelle. Il s'était félicité, dans son discours, d'avoir dissous ce qu'il a appelé la matrice de l'extrême droite de ces 30 dernières années. Il parlait bien évidemment de l'œuvre française que j'ai l'honneur de présider. Mais à la suite, il désignait alors nommément ses prochaines cibles en la personne d'Alain Soral et de Dieudonné. Il a pu s'attaquer à l'humoriste suite au déferlement médiatique qui suivit le trait d'humour de ce dernier, répondant aux provocations du journaliste de France Inter, M. Patrick Cohen. Valls, qui officiellement est ministre de l'Intérieur, semble avoir abandonné ses fonctions de garant de la sécurité au profit d'une seule de ses attributions, celle de ministre du culte. Du culte, au singulier bien sûr, du seul culte qui semble l'intéresser, le judaïsme, pour ce disciple lié, selon ses propres mots, tenus sur Radio Judaïka, lié éternellement par sa femme à Israël quand même. Cela constitue une déclaration de fidélité à l'égard d'un État étranger, qu'il fit sans craindre, ma connaissance, de trahir hautement l'État dont il est censé être le serviteur en tant que membre d'un gouvernement de France. Ainsi s'est-il lancé dans une forme de vendetta personnelle contre tous ceux qu'il considère comme étant ennemis de l'entité sioniste en Palestine. Alors tout d'abord l'œuvre française et les jeunesses nationalistes, qu'il pense pouvoir, dans un élan de mégalomanie aussi grand que ce monsieur est petit, rayer d'un trait de plume, et nous voilà maintenant plongés dans l'affaire Dieudonné. On pourrait dire chien enragé qui a mordu mordra. Le chien frétille, le roquet se contorsionne, salive, marque le terrain, ne sait plus quoi faire pour plaire à ses maîtres. Il faut dire que ce roquet est très très ambitieux et que Petit Toutou se rêve grande monture, que ce ministre se voit déjà président, mais pour cela il lui faut tout de même l'appui des riches, l'appui des puissants, l'appui des banquiers, l'appui des lobbies. Preuve qu'il est en bonne voie tout de même, il est rejoint dans sa croisade par des intellectuels, il faut les nommer comme ça, emblématiques et incontournables du système sioniste, synonyme de système médiatique. On trouve parmi eux l'avocat Klarsfeld,
qui, pour se donner le frisson, s'enrôla un jour dans l'armée israélienne comme garde-frontière en Palestine occupée. Il y a aussi l'inévitable BHL, l'homme orchestre, à la fois philosophe, écrivain, politologue, géopoliticien, photographe, peintre, journaliste, acteur, que l'on sort à chaque occasion comme le lapin de son chapeau, l'œil aussi vif que le poil est soyeux, mais avec l'air grave tout de même en plus, selon les besoins de la cause du judaïsme politique du moment. Et ils sont désormais rejoints par un homme que personnellement je ne connaissais pas, le brillant El Fassi, paparazzi, dont le mot d'ordre sur son compte Twitter est « Travaille moins et gagne plus en me donnant tes infos ». C'est la vérité si je mens, mon frère, avec un mélange assumé tout de même de collabos et de j'en foutre. En une prise de position anti-Dieudonné, le minable a pris du grade, puisque de paparazzi, il est devenu journaliste, ainsi sous-titré sur BFM, et expert aussi sur la question de l'islam, puisque invité à ce titre par Bourdin lui-même. Attention, c'est quand même pour dire. Promotion sinistre, promotion sioniste, autre proverbe de la saga, si j'ose dire. En quelques jours, c'est intéressant à noter, celui qui était le bon nègre de service, l'acolyte d'Elie Semoun, le meilleur représentant et combattant de l'antiracisme, puisque souvenez-vous, il s'était présenté contre Marie-France Tirbois dans le fief du Front National d'alors, dans la ville de Dreux. Il est devenu la bête noire, si j'ose dire, la bête à abattre, ayant fini de jouer l'esclave d'un système sur lequel il porte désormais un regard très très critique. Le bon noir aux gants blancs, le bon Boina, est devenu la réincarnation de l'innommable. Lui en coûte, tenez-vous bien, un bannissement, une circulaire ministérielle, un contrôle fiscal, des piratages informatiques, un lynchage médiatique, une tentative d'expropriation et un épisode de parodie judiciaire qui place l'humoriste dans la continuité de cette matrice de l'extrême droite que Valls a voulu dissoudre, pour l'exemple. Alors, que faut-il penser de cette révolte de la quenelle? Autant ceux qui ne voient dans la quenelle qu'un geste, ouvrez les guillemets, inventé par un nègre et répété par des bougnoules, fermez les guillemets, sont dans l'erreur. Ils confondent la température avec le thermomètre. Autant ceux qui voient dans la quenelle un moyen de foutre le système en l'air le sont aussi, car ils confondent le thermomètre qui indique la fièvre avec une thérapie. La quenelle ne foutra pas le système en l'air, mais c'est bien plutôt vous, monsieur Valls, qui le ferez, grâce à cette haine aveuglante et cette attitude de premier de la classe qui veut faire toujours plus pour se faire remarquer. Et c'est cette arrogance qui est la vôtre,
qui aura poussé les marionnettistes à venir sur le devant de la scène, eux qui ont mis des dizaines d'années à se dissimuler derrière le goy. Car on retrouve dans l'acharnement du système contre l'œuvre française et celui que subit désormais Dieudonné, les mêmes donneurs d'ordre, les mêmes exécutants et le même simulacre, comme ce Conseil d'État saisi dans l'heure sur ordre du jamais vu, qui a rendu une sentence visant à réduire au silence l'homme. Il n'est tout de même pas inutile de rappeler que ce que les journalistes ont répété à l'envi comme étant la plus haute juridiction de l'État et qui est en fait la juridiction la plus soumise au judaïsme politique, il n'est pas inutile de rappeler que la présidente du Conseil d'État n'est autre que Taubira. Le vice-président qui officieusement dirige le Conseil d'État, c'est Jean-Marc Sauvé, dignitaire franc-maçon qui demandait encore récemment à Bordeaux l'ouverture de nombreuses mosquées qui, à son sens, dont le nombre n'est pas suffisant aujourd'hui. Ce Jean-Marc Sauvé est un acteur historique de la lutte contre les nationalistes et les révisionnistes en général et contre l'œuvre française en particulier. Il y a déjà 20 ans, il était le maître d'œuvre de l'interdiction du journal de l'œuvre française Le Soleil. Quant au dit magistrat, M. Stirn, qui préside désormais au bureau des référés et qui a eu à juger prétendument l'annulation par le tribunal administratif, par les tribunaux administratifs respectifs, des interdictions des préfets. Ce monsieur Stirn n'est pas un magistrat, il n'est rien d'autre qu'un fonctionnaire de l'État. Et cerise sur le gâteau, je dirais, c'est l'arrière-petit-neveu de Dreyfus, son frère étant même membre de l'association France et Israël, une simple affaire de famille en fait. Il s'est contenté, ce monsieur, non de rendre une décision de justice, mais d'effectuer une simple lecture de l'ordre rédigé par Valls et dicté par la synagogue. Quand je pense que certains chroniqueurs aux ordres ont prétendu que Valls prenait des risques en s'attaquant à Dieudonné, quelle foutaise! Tout était écrit d'avance, on le voit bien. Bref, autant d'honneur qu'il valent tout de même à Dieudonné plus de 2 millions de vues par vidéo sur YouTube et l'admiration, entre autres, de jeunes immigrés conduits en France par les mêmes artisans du judaïsme politique qui voulaient en faire des outils de la désintégration sociale française, de la désintégration de l'identité française, et qui voient aujourd'hui leur créature se retourner contre eux. Dieudonné est devenu le symbole d'un acharnement que certains ont préféré ignorer, tant qu'il s'agissait de groupements politiques comme nous. Mais les taux de la dictature socialiste se resserrent à tel point que même la Le Pen se sent le devoir d'apporter un soutien, certes suisse, oui, mais non, en faisant le grand écart
comme d'habitude. Elle sort du bois pour dénoncer la vindicte, mais se disant quand même choquée par certains des propos de l'humoriste, alors qu'elle avait ignoré jusque-là les actes liberticides auxquels elle, Valls, s'était adonnée. Alors à vouloir trop bien faire, Valls en fait beaucoup trop. À la place de discrète talonnette, il a chaussé des escarpins qui sont trop hauts pour lui et bien trop visibles. Il ne peut, à mon sens, que tomber. Il a mis au grand jour, et c'est là tout l'intérêt de l'affaire Dieudonné, le judaïsme politique outrancier que nous dénonçons avec ardeur depuis toujours. Il l'a jeté, ce judaïsme politique, l'a jeté en pâture à la vindicte populaire, et il a fait croître l'antisémitisme en France, comme Taubira aura contribué à relever le taux de racisme avec cette affaire de banane. Il l'a fait croître, il l'a fait émerger, et par-dessus tout, il l'a uni. Bref, Valls s'est offert la quenelle la plus monumentale qui soit, celle que l'on s'auto-inflige, mais celle que ses maîtres risquent de resservir à l'apprenti sorcier quand la situation aura dégénéré, ce qui ne saurait tarder. Vous savez, il n'y a pas loin du Capitole, à la roche tarpéienne. Et ainsi va, comme on peut qualifier cette affaire, ainsi va la bastonnade d'un guignol à un humoriste. Alors, en ce début d'année, il est temps pour moi de vous adresser mes meilleurs vœux, individuellement, pour vous, ce qu'il y a de meilleur, pour vos familles, mais collectivement, je voudrais nous adresser des vœux de combat. Ce que nous pouvons nous souhaiter après l'année 2013, qui a été celle de toutes les révoltes, avec le printemps français, les bonnets rouges, ce que nous pouvons nous souhaiter, c'est beaucoup de coups, car ils seront ceux qui nous renforceront. Beaucoup de batailles, car elles seront celles de nos victoires. Beaucoup de labeur, car il sera celui de notre honneur. Beaucoup d'amour aussi, car il sera notre moteur. Tant de choses pour une seule au bout, mais qui se nomme la France. Alors, je nous souhaite en quelque sorte une forme de paradis, paradis tel que le voulait José Antonio, dressé, difficile, implacable. Un paradis où l'on ne se repose jamais, avec dans l'embrasure des portes des anges avec des épées, un paradis pour celui qui voit dans les difficultés à surmonter non de nouveaux obstacles, mais des gloires à venir. Que ces vœux constituent un réconfort à ceux qui aiment la France et qui souffrent de la voir martyrisée. Qu'ils soient en revanche un mot d'ordre pour ceux qui espèrent. Nous sommes faits pour la France. Les difficultés que notre patrie rencontre, les obstacles qui lui sont opposés, sont autant de raisons de nous battre et d'espérer. Saint-Exupéry aimait à rappeler un proverbe que les anciens se transmettaient, disant qu'en France, quand tout semble perdu, un miracle sauve la France. N'attendons pas un miracle, mais provoquons-le. Soyons-en les artisans. Soyez ce miracle pour que vive et renaisse la France. En avant la victoire, maître chez nous.
Mais la vérité, j'ai envie de te cracher à la gueule. Mais la vérité, mais on s'en fout de la vérité. Tu crois quoi de la vérité, toi? Il n'y a pas de vérité dans ce monde. C'est le mensonge, Robert. C'est le mensonge qui dirige le monde. Hein. Apprends à mentir. Hein. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Apprends à fermer ta gueule. C'est ça les clés de la réussite. Crois-moi bien. Tiens, moi j'ai un exemple. Jean-Marie Bigard, on a commencé ensemble. Hein. Un mec, il avait tout pour réussir. Il remplissait le Stade de France. Il roulait en Ferrari. Il était heureux là-bas. Hein. Il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre. Ah mais ils l'ont ruiné. En 3 mois, terminé. Hein. Je l'ai vu chez Arthur il y a 15 jours. Il conteste plus rien. Hein. C'est fini. Et tout ça sous l'observation attentive de l'ONU, tu sais, l'ONU, des collègues humoristes à moi. Hein. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Je taisez-vous, il y a l'ONU qui parle. Enregistre. Mec, bien habillé, le gars il arrive. Non, cette fois-ci, non. Je crois qu'il faut quand même arrêter. Hein? Ça va, j'ai pas été trop... On se retrouve à la cantine, d'accord. Et alors l'expression tout en haut, au-dessus, il n'y a personne. Hein. Devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne. Le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Non, c'est pas rétroactif comme concept. Hein. Non. Les Indiens d'Amérique, non, ben non. De la délinquance. Excuse-moi, de la vie, je sais, mais... Hein, l'esclavage des Noirs, pareil. Des risques interethniques. De la bagarre. Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Bling, jackpot. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, est-ce que ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine, antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Hein, bon, toi, ça te fait marrer. Non, je suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif. Le mec avait une kippa, hein, donc moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement. Il m'a vu, tu sais, il est en liberté. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, tu sais. Le mec était terrorisé. Tu dis, non, calme-toi. Je vais pas te déporter. Calme-toi. Tu sais, j'avais rendez-vous dans un quart d'heure, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Détends-toi. Puis je me suis dit, Diodo, essaye de le calmer. Tu le connais même pas, le mec. Il te connaît pas, tout de suite, il a peur, le gars. Antisémite! Je suis pas tombé sur un créatif, le mec, il balance son truc. Je lui dis, fais un effort. Je lui dis, d'accord, si tu veux, si t'as besoin, il n'y a que des antisémites, des méchants tout autour. Calme-toi. Et là, il me fait, t'as pas honte? Écoute, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. Je dis, putain, honte de quoi? De ma race? Hein, ta mère la pute, de quoi tu parles? J'ai pas dit ta mère la pute, j'ai pas dit. Je l'ai gardé pour moi. Je dis d'accord, j'ai honte, alors j'ai honte. J'ai honte, putain, j'ai honte. Là, il m'a dit, ouais, mais t'en fais trop, tu te fous de ma gueule. Là, j'ai dit, évidemment que je me fous de ta gueule. Tu me laisses pas le choix, réfléchis. Honte de quoi? Puis là, il était parti. Là. Alors, perdu pour perdu, je me suis dit, je vais le pousser dans ses retranchements. Je suis taquin, le mec, il veut jouer au con, il est quand même tombé sur une 5e dan. Agimé. Alors, mais j'y vais en souplesse, ouais, bon, je t'emmerde, faut quand même que tu saches. Et bon, mais toi, je le mets à feu doux, le mec. Ouais. Bon, dès que j'arrive à ébullition, automatiquement, je mets les pattes. Donc,
Alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer le changement. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Et donc... Mais je lui dis, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta grand-mère? Est-ce que je te fais chier avec ma grand-mère, qui est morte grillée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun? Et là, le mec, il fait, quoi? Je te parle de ma grand-mère? Tu me sors le livre de la jungle? Je lui dis, bah oui, mais Balou, il est pas content, Balou. Il en faut peu pour être heureux. Là, j'ai pas le compte. Là, le mec, il était, je te jure, il cherchait de l'oxygène. Il était là, il cherchait un regard complice, ouais. Et pas de chance pour lui, il tombe sur un mec qui m'avait reconnu, un touriste algérien en vacances à Paris. Il aurait pu mieux tomber, le mec. Le mec m'a reconnu, pensant que je discutais avec un copain. Il arrive, il tend son appareil, il dit « Tu peux nous prendre en photo ?» L'autre, jamais, les antisémites. Bon, là, on était partis, on jouait en double. Il a pas touché une balle, t'imagines? Il chialait, il était ah, antisémite. Et le mec, il était dépassé, toi. Il s'est aperçu que la rue, c'était pas les plateaux télé. Hein. Ah ben dans la rue, t'es pas chez Drucker, hein. C'est pas pareil, ça se passe pas comme ça. Là, c'est clair que le mec... Puis alors, j'ai bien senti, normalement, c'est vrai, un juif, tu sais, qui dit antisémite, comme ça, normalement, les gens... Oh, j'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandanture. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais... je crois quand même, en Palestine, des fois, on sait pas tellement... Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles, le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite. Oh, je suis pas antisémite. Non. Combien ça coûte? Et le deuxième effet qui se coule, le mec, j'ai bien vu, c'est le nègre qui baisse pas le regard. Ça, il n'était pas habitué, le mec. Hein. Ouais. Le délit de regard, l'apartheid en Afrique du Sud, c'était pareil. C'est comme en Israël maintenant, hein. C'est l'apartheid, c'est-à-dire le délit de regard, t'as pas le droit. Le noir qui était pris comme ça, qui était flashé, oh, retraite permis, fini. Et le mec, toi, ce qui est fou, c'est que pour lui, il s'est barré, je suis un antisémite, alors que c'est lui qui vient m'emmerder. Alors, est-ce que se défendre lorsque vous êtes agressé par un juif, est-ce que c'est un acte antisémite? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est, tu sais, dans les actes, ils référencent et à la fin, tu vois, on paye dans les impôts. Est-ce que c'est ça que... C'est une question que j'ai posée d'ailleurs à Khaled Meshal, patron du Hamas. Je l'ai rencontré. C'est vrai que j'ai rencontré tout le monde. Et c'est vrai que lui, il a été expulsé de chez lui par des juifs, donc le chantage à l'antisémitisme, c'est vrai qu'il n'est pas... non. J'ai parlé, j'ai dit, mais quand on te dit t'es antisémite... Mais la Shoah, quand même... Gratte-moi le dos. Tu sens que le mec... Pas du tout de culpabilité aucune. À zéro. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, si tu veux, le général de Gaulle de la Palestine. Hein. C'est-à-dire, il veut libérer son peuple, mais avec une barbe blanche. Et le Père Noël, plutôt. Bon, dans la hotte, des requêtes. Hein, par contre, c'est pas un concept one-man show. Hein. C'est je descends dans la cheminée, mais dans les chaussons, des requêtes. Hein, les gars, amusez-vous. C'est vrai qu'ici, on n'a pas le point de vue du Hamas. Jamais, c'est ça qui est dommage. Hein. Ici, c'est Bernard-Henri Lévy et Kouchner, donc c'est chiant. C'est toujours la même chose. Israël. Bon. C'est vrai que Khaled Meshal, c'est intéressant. Au moins, moi j'ai passé 2 heures, j'ai vraiment discuté. Hein. Franchement, il m'a raconté la tentative d'assassinat dont il a été victime. 2 agents du Mossad. L'agent du Mossad, faut le savoir, c'est pas un mousquetaire. Hein. C'est pas demain matin à l'aube. Non. Une seringue empoisonnée, tu vois, un hall d'hôtel, un journal. Bonjour mon ami. Il s'est fait piquer dans le dos.
Les deux, ils l'ont piqué dans le dos. Deux dans le dos. Bon, c'était signé. Et alors, pas de chance pour eux, il y avait le garde du corps de Raled, un costaud, un gars, c'est vrai qu'il était né pour faire ce métier. Et il les a chopés, les deux. Et je lui ai dit, mais comme, les deux? Il m'a dit, ouais, comme ça. Il m'a dit, l'agent du Mossad, quand t'as la main dessus, c'est un poulpe. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. C'est pas moi, je le jure sur la vie de ma mère. Je le jure sur ma mère. Alors les seringues sont tombées par terre automatiquement. C'est pour ma consommation personnelle, monsieur. Qui c'est la force du grand comique? Et salut. On peut le voir avec Dieudonné, hein. S'ils n'avaient pas de pouvoir, je pense pas que Dieudonné, à l'heure actuelle, aurait été interdit de jouer à Nantes. Je pense pas qu'on aurait, on serait allé jusqu'au Conseil d'État pour interdire son spectacle. Réel pouvoir, c'est la finance. Hein. Je pense que aujourd'hui, il y a même ceux qui sont à la tête des banques qui besoin de le prouver, ils le prouvent par eux-mêmes qu'ils ont du pouvoir. Et aujourd'hui, je pense que le peuple français commence à se réveiller. Et c'est mondial, c'est global. En tout cas, c'est global. que ça va se retourner, c'est une goutte d'eau, c'est mondial, c'est une goutte d'eau. Les gens ont compris que c'était les banques qui menaient le monde et qui menaient le bateau. Voilà. Et qui est à la tête des banques? À vous, à chacun d'aller voir. Allez. Et qui est là? Allez, comment fonctionnent les banques? Allez voir le crédit, allez voir l'argent d'aide de Paul Grignon sur YouTube, allez voir. Et vous allez comprendre. Et les nouveaux chiens de garde aussi, les nouveaux chiens de garde. Quelle est la relation entre les sionistes et les banques? Les sionistes et les banques, allez voir. Là, chacun de se personnalise. Il y a des infos sur internet, le quatrième singe. Agence Info Libre, c'est pas mal aussi, le cercle des volontaires. Qui consiste à vouloir un État. Info Libre TV. Un État en Palestine, c'est juste ça. Ça veut dire qu'il peut avoir des banquiers sionistes comme il peut avoir des banquiers qui ne sont pas sionistes. Quand on fait une quenelle, on remet en question le système, la banque et surtout le. Voilà. Comment on l'a fait? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un geste. Vous savez, si c'était. Ils le disent eux-mêmes. Hein. C'est pour ça que je vous disais, ils le prouvent eux-mêmes, ils prouvent par eux-mêmes que ce qu'ils disent est faux. Parce qu'ils disent qu'une quenelle, c'est un salut nazi inversé. Oui, c'est l'inverse. Un salut nazi inversé, c'est l'inverse, c'est sa signification et l'inverse du salut nazi. Et même le salut nazi, à la base, c'est un salut romain. On est libre de penser. Le salut nazi, en réalité, n'existe pas. Le salut nazi, comme on peut le voir là par Hitler, tout ça, ça n'existe pas. Les premiers qui ont fait ça, c'était les Romains. Donc, faut remettre les choses à leur place et ne pas insulter les gens et surtout le public de Dieudonné qui est vraiment juif, musulman, islamiste, arabe. Vous l'avez bien vu d'ailleurs lors de l'interdiction à son spectacle à Nantes, il n'y a pas eu de débordement. Il n'y a rien eu du tout. Et en plus, hein, là, ils avaient deux camps. Ils étaient légitimes d'avoir un comportement violent vu ce qu'on leur a fait. Parce que c'est scandaleux d'annoncer 2 heures avant un spectacle que l'humoriste ne peut pas jouer parce qu'il y a eu un conseil d'État qu'ils ont estimé que c'était interdit de jouer. Alors qu'il était déjà passé devant le tribunal et que ça avait été autorisé. Donc entre une nouvelle positive et subitement plutôt un retournement de situation, je pense que c'est là que les gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de la
la décision du Conseil d'État en fait? Je pense qu'à partir du moment où la justice a parlé, il y a eu une grosse quenelle. Pourquoi remettre en question la quenelle, décision d'un juge, tout simplement? Pourquoi la remettre en question à il y a une grosse travers une instance supérieure qui est justement dirigée par ces mêmes personnes, ou du moins qui est en collaboration avec l'État, et qui fausse totalement l'avis qui pouvait être donné par rapport à cette décision. Donc c'était la censure. C'est de la censure. Et même avant qu'il y ait eu l'interdiction de ce spectacle-là, la censure de Dieudonné, la censure de Dieudonné. Ça c'est une quenelle, c'est ça? Quenelle, ça veut dire, là vous avez fait n'importe quoi, on n'y croit plus. Vos idées de démocratie ou le peuple choisit, il n'y en a pas eu, il n'y a eu aucun consensus. Aucune, et ça on a compris. Nos parents ils y croyaient, nous on n'y croit plus. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Au revoir, merci. Voilà les gars, c'est chaud, on va dire que c'est chaud. Alors une petite vidéo de 2 minutes pour vous expliquer un peu la situation, parce que je suis obligé d'être mobile, de bouger. Donc il y aura une vidéo plus importante qui sera faite à partir de lundi. Alors là, vous avez vu que c'est le 11 septembre. Là, c'est extraordinaire. Extraordinaire ce qui est en train de se passer. Une effervescence de dingue. Valls m'a déclaré la guerre. Il a dit qu'il était en combat contre moi. Bon, s'il veut qu'on se rencontre quelque part, il n'y a pas de souci. Je lui mets ça branler avec ses oreilles décollées. L'autre, dégage. Non-violence extraordinaire à Nantes. Merci au public nantais. Je suis désolé évidemment de tout ce qui s'est passé, mais ils sont partis dans le calme, malgré les provocations. Il était clair que l'État, Emmanuel Valls, avait l'intention qu'il y ait un trouble à l'ordre public, évidemment. Mais moi je suis un humoriste, évidemment, pas un nazi, pour toute la presse internationale qui m'écoute là maintenant. Je suis un nègre marron, voyez-vous. Et là il y a la chasse aux négros qui a été ouverte par M. Emmanuel Valls et son gouvernement. J'ai tous les chiens du système au cul, moi. Journaleux, esclavagistes banquiers, évidemment, c'est tout un peu la même équipe. Et alors ceux qui, évidemment, hier étaient à Nantes, disent « Diodo, on veut t'aider, on ne demande pas le remboursement du ticket. » Alors le mieux, c'est que vous nous envoyez le ticket, et l'adresse va apparaître là, route des Volaillers. Vous mettez votre adresse derrière, et on vous enverra un DVD. Le DVD, donc, du spectacle interdit, le collector. Celui que tout le monde devra avoir chez lui. Il y a très peu de temps. Bon, il y aura évidemment inscrit dessus, à réserver évidemment, interdit au moins de 27, 30 ans. On vous demandera où c'est ça. Il sera fabriqué certainement ce DVD en Corée du Nord. On est en train de voir, ou en Iran, ou Liban. Voilà. Donc il sera évidemment, et là c'est très important, vous avez vu que c'est une chasse à l'homme, on demande mon extermination radicale, totale et systématique. Que ce soit sur le plan financier, on veut me fermer mon théâtre, vous avez vu ça? Menace de mort quotidienne, ma famille, et sur ma famille. Ma famille, on ne veut pas crever, je sais bien, mais vous serez bien obligé de mourir un jour. Donc à un moment donné, autant mourir libre. Ils me disent, oui c'est vrai, vu comme ça, t'as raison. Soutien de l'Afrique, oh les Africains. Soutien évidemment de l'Iran, de mes amis iraniens. Soutien évidemment de tout le peuple français. J'ai l'impression d'être poussé comme ça, Diodo, vas-y, j'y vais les gars, j'y vais, doucement, oh, ça va vite là, laissez-moi le temps de m'amuser un petit peu. Donc, envoyez-moi ce chèque de 43 € et vous recevrez un DVD. Plus vous serez nombreux, et plus nous gagnerons. Vous êtes au courant que la guerre qui m'est faite est avant tout une guerre économique. Ils sont en train de me priver de tout. Ils ont voulu me virer de ma baraque, virer de mon théâtre, virer des salles de spectacle. C'est quoi l'objectif à votre avis? Et là ils sont en train de dire que peut-être même la chaîne YouTube, là ils vont peut-être la couper. Bon, j'ai un genou à terre, j'ai été blessé, vous l'avez vu, parce que bon, on est fatigué, tout mon entourage, on est fatigué. Mais on peut rebondir et on peut avancer. Donc avec les armes qui sont les armes de notre époque. Donc aujourd'hui, achetez de manière massive ce DVD. Bon, c'est vrai que j'ai eu le droit à une promo exceptionnelle de la part de Emmanuel Valls, qui est mon attaché de presse. Hein. Et donc, plus vous serez nombreux, évidemment, et plus je pourrai continuer le combat. Et c'est très important que chacun s'inspire aussi de cette volonté d'émancipation. Hein. Il vaut mieux mourir libre que vivre esclave. C'est mieux, c'est préférable. J'aurais peut-être vécu moins longtemps que d'autres, vu ce qui est en train de se passer, mais j'aurais vécu libre. Et en tout cas, voilà, n'ayez pas peur, en tout cas, pour moi, je suis parfaitement serein. Hein. Et j'aime cette vie qui m'a été offerte. C'est formidable. Donc, n'hésitez pas. Hein. Le site Diodosphère donc, va réouvrir lundi.
parce que évidemment on a essayé de me couper le site. Donc là vous pourrez commander votre DVD sur le site, mais vous pouvez également le commander en direct, c'est-à-dire en envoyant un chèque au 1 route des Volaillers, donc à la maison. Pour l'instant on est encore chez nous là-bas, et donc là on vous enverra, alors dès qu'il sera fabriqué, hein, donc la version en toutes les langues en plus, hein. Anglais, allemand, espagnol, chinois, je crois, enfin chinois c'est pas tout de suite, hébreu, non, enfin ça plus tard, arabe, bon, voilà, donc là, perse, farsi, donc on est russe. Hein, bon, j'arrête là parce qu'il faut que j'y aille. À Souzoa, ça sera le titre de mon prochain spectacle que je suis en train d'écrire. Là, j'ai commencé à bosser, les gars. Parce que le mur, c'est interdit. Là, il est parti pour être interdit. Premier spectacle interdit par le... comment dire, bon, les fines d'équipe, quoi. Le Conseil d'État, je sais pas quoi, enfin, conseil voilà, politique, quoi. On est à Tours ce soir, on verra comment les choses se passent. Mais la réponse par les DVD et les commandes de DVD, sachez que là, on est sur le terrain de la résistance. Hein. Et pour tous ceux qui pensent que, oh, rien, il fait du business, bon, venez à ma place. Hein. On va voir comment vous allez tenir là, parce que ça souffle. Hein. Si c'est ça le business, excusez-moi, mais moi j'appelle ça de la résistance. Hein. Et puis ceux qui pensent que c'est du business, puis ils vont se faire enculer. Ouais, j'aimerais bien dire ça. Ouais. J'aimerais bien dire ça si vous ne coupez pas, en effet. Voilà. Attends, on contre-film. On balance après. Là, tu peux tout dire, tu peux sur internet. Allez-y. Ah, mais on filme aussi. Ah, mais non, on est bien aussi, il n'y a pas de problème. C'est voilà, gratuit, c'est gratuit. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à son sujet qui sont mensongères. Et qu'avant de dire ça, il faut d'abord venir le voir et ensuite en parler. Et que pour beaucoup, ils ne connaissent pas l'artiste. Et moi, pour l'avoir suivi depuis plus de 10 ans, je peux vous assurer que c'est un humaniste profond. Et que je conseille aux gens vraiment de venir le voir et ensuite d'en parler et de juger. Et je leur dirais ceci, c'est comme un livre, on n'en parle pas tant qu'on ne l'a pas lu. Bien pour sûr. Dieudonné, c'est exactement la même chose. Voilà. When did you begin using comedy against Zionism? Le zionisme. En fait, j'ai fait... In fact, I've done sketches about all forms of extremism, but freedom of speech stops in France when it comes to criticizing Israel. We don't have the right to talk about it. I have to add that we have someone as head of the government who is openly Zionist himself. In my opinion, one of the most Zionist people I've ever seen in France. And why are you against Zionism? What motivates you to be against it? Well, it began simply with the issue of unequal competition, a republic which does not treat its citizens equally. What I'm trying to say is, in France, for example, we commemorate only one of the events that have caused suffering for people, the Holocaust. Other events where mankind has suffered injustice are completely overlooked. For example, slavery in French colonies, the Algerian War, and many other events are never mentioned. The Zionist lobby imposes an unequal competition, a hierarchy in the sufferings of different communities, which is completely obscene. But it is no surprise, coming from a type of individual with an immoral or unfair character who is, from a philosophical point of view, to some extent, mediocre. But today, they have taken France as hostage, and we are in the hands of ignorant people who know how to structure themselves into a mafia-like organization and have now taken over a country that deserves much better leaders than those who are in charge. Unfortunately, today authorities are putting more pressure, particularly on me directly, and other comedians are generally afraid, and freedom of expression is decreasing in France. You in Iran, however, especially regarding the issue of Zionism, there is a lot of freedom of expression, and for Iranians who are listening to this, the subject of Zionism is something that's not considered a big deal, because everyone can talk about it and everyone knows about it. But in France, it is taboo to talk about it, since France is being led by Zionists who frankly try to put things in order that serves their interests. They have a lot of power and they are violent, but not at all brave, and they stab you in the back and neutralize you economically. I myself was attacked in the street by 4 Israelis, which I have to add that they were arrested. I went to prison, but the media didn't talk about it. My children were also attacked, my 2 little sons, but again, the media did not talk about it.
They only know to say one thing, the media which is in accordance with Zionism, and that's what they keep saying, anti-Semite, anti-Semite. But this is not true. The truth is that I am not an anti-Semite, but this has never existed. And as far as I'm concerned, I have obviously never had any issues with Judaism. Vous avez dit que c'est la comédie. You said that this was about comedy and making people laugh. But how are they supposed to laugh at someone else's suffering? I don't want to, and I would obviously never give myself the right to laugh at someone else's suffering. I can laugh at the way this suffering is used. For example, in France, the Holocaust, which has now become like a dominant religion, it has replaced even Jesus Christ. We are obligated to accept this dogma and pray for it almost every night and teach it to other children. It's the way the Zionists are using this suffering of the Jews, which has obviously suffered, but of course not more than many others in history. And it is a suffering that should not be denied, just like the others. And they have commercialized this suffering. Now this is something that we can laugh at, and have just finished writing a song. And I'd like to point out that it is a short song for children, and it's called Shoananas, or Holocaust Pineapples, in which I try to explain that we should not let ourselves go with the flow of this way of preferring the suffering of a certain group over others who have also suffered. Humanity as a whole has suffered, and nobody is better than the others. For those who believe in God, He's watching over us, and for others who don't, there is nature and evolution, or whatever they believe in it. What I'm trying to say is that Zionism is dividing humanity, is trying to rule by making us fight one another. They have organized all the wars and organized all the disorders on this planet. They were involved in the slave trade. We should know that 90% of the ships that relocated the Africans to the West Indies belonged to Jews, and the majority of slave traders were Jews. Obviously, Jews today are not responsible for what happened, but this is a reality, and this, for example, is something we are not allowed to talk about. The president has made declarations against black people that are completely intolerable. Well, he's a man who loves money and the luxury that it brings, but from there, pushing for deforestation and the massacre of human beings, and deforestation itself is a kind of genocide in light of the way it destroys the environment where people live. And as he and his friend Vincent Bolloré, who represents the greatest French firms and robs Africa, and with Sarkozy, this just continues. We are on the path where Africa is being dominated both militarily and economically, and this is completely intolerable. Unlike Iran, France does not have natural resources. Therefore, just like the US and Israel, it has to get the raw material it needs from other countries in the world to organize wars, organize September 11th, to be able to argue that we should launch a war on terror and go to war in Afghanistan and base military troops in Iraq, and etc. And the list goes on. The US is a country that is falling apart itself, and I know about it a little, and I visit Canada very often. We've seen this happen to unjust systems like the stock market, where a small number of people get to ruin a country, eliminate jobs of many people. This system is a Zionist system. I don't want to get into Iran's internal affairs. I don't know Iran's story. What I know is the voice of your president when we hear it outside the borders. And I can tell you that you can be proud of this voice because it inspires people and gives them courage. It allows people to say, finally, we are capable of resisting what appeared to be irresistible.
We should not forget that they are very rich, and with all the glamour surrounding them, they can cause trouble for some people. You've met with President Mahmoud Ahmadinejad. Would you like to tell us what happened during the meeting and what you talked about? It was essentially about people who endure injustices, and the best ways for them is to resist and fight, and he agreed that culture is the most effective way to fight in a pacifist manner against injustice and consequently Zionism, and humor in particular. I would like to talk about this project called Shoananas, and I think that what really surprised me was the openness of the heart of the president and the viewpoint that using culture we can change the world, change the rapport between humans and see egotism and lies and racism disappear. Things that have been integrated by the Zionists project, and I think that Iran as an example is creating the movement. And I can imagine that it's a heavy burden for Iranians to carry, and sacrifices and the desire of the youth to see something change, which I understand and is completely legitimate. I am not going to comment on that, but you should know that these efforts have turned Iran into a country which has become the last battleground for resistance, and which is helping this develop all around the world, like in Venezuela, for example, and in Europe, political movements like the anti-Zionist party, which is developing all around Europe and was established in France by Yahya Gouasmi and me, and today is developing in Belgium and Switzerland and everywhere. And people are becoming more and more aware, and they have begun realizing that they have been brainwashed, and these are illusions. The combatants should wake up, obviously combatants of peace, those who are attached to justice. We have turned into sheep, kittens, who are being fed with illusions and submissiveness. Now, today the kitten becomes a lion that is turning against the Zionists. It's clear that we are just at the beginning of the road, but based on the Iranian model, a revolution is developing in France, and we are adhering to the ideology. Did you get good results in the polls for the European Union? Are you satisfied? Je vous dis 40 000 personnes, on part de When I say 40,000 people, and we started off with only 3 people, and we reached 40,000, and that on the chessboard of Parisian politics means 1.3% of the votes. Of course, I should mention that 60% abstained, but as a first step, we have done much better than many other parties, and I wish to say that considering the facilities that we had, this is an exceptional result. If you multiply the facilities by 10, we can become an opposition in the coming years, I think. I have a provocation to make people laugh and to continue my job as an artist, but there are certain people that have taken the movement into their own hands and who are increasing. There are those who adhere to it. And the reason why I'm here is because there are people here who follow us and watch what we are doing and have let us meet other people. Iran has become a place where anti-Zionists can meet, communicate, and develop. And well, this is a difficult road, but how do you see the future of your party? Je pense que nous obtiendrons de très bons résultats. I think that we will get good results as of the next elections, and God willing, someday we will even win the presidential elections and radically change the politics and the direction which France is now headed toward, which is suicidal because France can no longer continue like this. It is being managed in a colonialist way, as if everything is going to continue the same way, and that we will be able to continue to rob other countries. No, eventually we will need to establish justice, and this justice will take over no matter what happens. Elle s'imposera, quoi qu'il arrive. Shoananas premieres this summer, which is the means which will allow kids dance and to learn at the same time. Well, I like pineapples, so I think this clip will allow us to have fun. Normally, we will be touring and I'm going to bring the show here in Tehran.
Thank you very much. And the final question that I have for you is regarding the movie that you're planning to make here in Iran. Would you like to tell us more about that? In France, when I wanted to